Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui a vraiment redéfini la science-fiction et l'horreur, la franchise Alien. Tout à fait, une saga immense, complexe même, et qui continue de fasciner des décennies après. Exactement. Et pour en parler, on s'est basé sur pas mal de documentation, notamment un article très complet, un peu style encyclopédique, et aussi des extraits d'une analyse vidéo qui se concentrait sur le premier film et sur Ridley Scott. Oui, l'idée c'est de décortiquer un peu tout ça, comment ça a commencé, comment ça a évolué, qui sont les figures clés derrière, et puis surtout pourquoi ça marche encore autant aujourd'hui, quoi. Alors, commençons par le cœur du réacteur, si je puis dire. La base de la franchise, c'est quoi? C'est cette rencontre souvent brutale entre l'humanité et autre chose. C'est ça. En gros, on suit des humains, souvent des équipages de vaisseaux spatiaux, qui, entre le 22e et le 24e siècle, tombent nez à nez avec une forme de vie extraterrestre, particulièrement hostile, le xénomorphe. Le fameux xénomorphe, une créature devenue iconique. Ah oui, et terrifiante. C'est une espèce endoparasitoïde, donc qui se reproduit à l'intérieur d'un hôte. C'est agressif, c'est conçu pour survivre, pour se propager. Une machine biologique parfaite en quelque sorte, mais parfaite pour tuer. Et en face, on a une humanité qui voyage loin, qui utilise le cryo-sommeil pour les trajets longs, mais qui semble souvent dépassée. Et puis il y a cette corporation, Weyland Yutani. Ah, Weyland-Yutani. Omniprésente. C'est la méga corporation sans scrupules par excellence. Eux, le xénomorphe, ils ne le voient pas comme une menace à éliminer, hein. Non, plutôt comme une opportunité. Exactement. Une arme biologique potentielle, une ressource à exploiter, peu importe les pertes humaines, l'important c'est le profit ou l'avantage militaire. Ce cynisme corporatiste, c'est vraiment un thème central de toute la saga. Les sources qu'on a consultées mentionnent aussi une mythologie plus ancienne, avec des êtres appelés les ingénieurs. C'est quelque chose qui arrive plus tard, ça, Prometheus. Oui, c'est surtout développé dans les préquels, Prometheus et Covenant. L'idée, c'est que ces ingénieurs seraient une très vieille race humanoïde qui aurait peut-être même créé l'humanité. Nos créateurs, en quelque sorte. Potentiellement. Et l'ironie, c'est que leurs propres expériences, notamment avec un agent mutagène très puissant, auraient conduit, peut-être par accident, à la naissance des xénomorphes. Ça ajoute une couche un peu cosmologique à la horreur, disons. Fascinant. Mais revenons au tout début. Alien, le film de 1979. Comment est-ce que ça a démarré? J'ai lu que ce n'était pas du tout prévu comme un gros film au départ. Ah non, pas du tout. Le script original de Dan O'Bannon et Ronald Shusett s'appelait Star Beast. Et c'était pensé comme un petit film d'horreur, un film B, quoi. Budget limité, ambiance confinée. Et qu'est-ce qui a changé la donne? Un autre film de science-fiction, Star Wars, sorti en 77, succès planétaire. Du coup, la Fox, le studio, s'est dit « Ah, la SF, ça marche, il faut investir là-dedans ». Et Star Beast est devenu Alien, avec un budget beaucoup plus conséquent. Et c'est là que Ridley Scott arrive? L'analyse vidéo qu'on a vue insiste beaucoup sur son rôle. Ah oui, son arrivée a été déterminante. Scott, il avait une vision très précise, très artistique. Il voulait créer un univers de SF qui soit crédible, usé, sale même, loin des vaisseaux tout propres et brillants qu'on voyait souvent. Le fameux Truckers in Space, camionneur de l'espace. Exactement. Il voulait qu'on y croie, que ça ait l'air réel, fonctionnel, presque banal, pour mieux faire ressortir l'horreur de l'inconnu. L'analyse vidéo montre bien comment son souci du détail, son style visuel ont vraiment élevé le film. Ce n'était plus juste un film de monstres. Et le design de la créature elle-même. H.R. Giger. Incontournable. Fondamental. Giger et son style biomécanique. C'est ce mélange unique, très perturbant, entre l'organique et le mécanique, le sexuel et le morbide. Ça a donné à l'alien adulte, mais aussi au vaisseau échoué des ingénieurs, une esthétique de cauchemar absolument jamais vue avant. Ça a marqué les esprits, c'est clair. Et ça a influencé tout le genre. Il faut aussi citer Möbius pour les designs des combinaisons spatiales et Ron Cobb pour l'aspect très industriel, très réaliste du Nostromo, le vaisseau humain. C'était vraiment une équipe artistique exceptionnelle. Alors, le premier film, Alien. L'histoire, on la connaît. Un équipage de transport, le Nostromo, dévié de sa route par un signal de détresse. Qui se révèle être un avertissement en fait.
Ils atterrissent sur une planète désolée, LV-426, découvrent ce vaisseau extraterrestre abandonné, et à l'intérieur, des œufs. Et là, ça tourne mal très vite. L'attaque du facehugger, cette espèce d'araignée qui s'accroche au visage. Puis la scène insoutenable de la naissance du chestburster qui sort de la poitrine de l'hôte. À partir de là, c'est la survie. Un jeu de cache-cache mortel dans les couloirs sombres et étouffants du vaisseau. L'approche de Scott est très viscérale. C'est très claustrophobe. Et au milieu de tout ça, il y a Ellen Ripley, jouée par Sigourney Weaver. Oui, et c'est intéressant parce que le script original était assez ouvert sur le genre des personnages. N'importe qui aurait pu survivre. Mais le fait que ce soit Ripley, une femme forte, intelligente, pragmatique, qui tienne tête à l'alien, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Elle devient l'héroïne un peu malgré elle. Exactement. Et le film a été un énorme succès, critique et public. Il a gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il a prouvé qu'on pouvait faire de la SF sérieuse, adulte et en même temps terrifiante et populaire. 7 ans s'écoulent et on passe à Aliens en 1986. Changement de réalisateur, c'est James Cameron qui s'y colle. Et changement de ton radical, non? Ah oui, complètement. Cameron sortait du succès de Terminator et il apporte sa patte. Beaucoup plus d'action, une ambiance militaire. Ripley est retrouvée après 57 ans de dérive en hypersommeil. 57 ans. Elle a tout raté, la pauvre. C'est ça. Et on la convainc, non sans mal d'ailleurs, de retourner sur LV-426. Pourquoi? Parce qu'on y a installé une colonie entre-temps et on a perdu le contact. Du coup, elle repart, mais cette fois avec une escouade de marines coloniaux. Donc fini l'unique alien terrifiant dans le noir, là c'est la guerre. C'est exactement ça. On passe de l'horreur pure à un mélange action-horreur survitaminé. Au lieu d'un monstre, on a des dizaines d'aliens, et surtout, on découvre la reine alien, gigantesque et redoutable. Cameron maîtrise ça à la perfection. Et il y a aussi ce lien très fort entre Ripley et Newt, la petite fille qu'elle sauve. Oui, ça ajoute une dimension émotionnelle forte, un thème de maternité de substitution qui fonctionne très bien face à la monstruosité de la reine. Le film a été un nouveau triomphe, critique dithyrambique, 2 Oscars techniques. Pour beaucoup, c'est une des meilleures suites jamais réalisées. D'accord, mais après cette explosion d'action, la franchise prend un virage beaucoup plus sombre, non? Avec Alien 3 en 1992, réalisé par David Fincher. Oui, et c'est un film à la production tristement célèbre pour son chaos. Script réécrit sans cesse, changement de réalisateur, interférence massive du studio. Fincher en garde un souvenir terrible, il a même plus ou moins renié le film. Et l'histoire elle-même est assez déprimante. C'est le moins qu'on puisse dire. La capsule de sauvetage d'aliens s'écrase sur Fiorina C-161, une planète prison oubliée peuplée uniquement de détenus masculins très dangereux. Ripley est la seule survivante humaine. Mais pas la seule survivante tout court. Non. Un facehugger était à bord. Un alien naît et commence à décimer la population carcérale. Et pire encore, Ripley découvre qu'elle porte en elle un embryon de reine alien. Retour à un seul alien, mais dans une ambiance nihiliste. C'est très différent. Très différent. L'ambiance est lourde, poisseuse, presque sans espoir. Le décor industriel rouillé, la communauté de prisonniers qui ont trouvé une sorte de foi, tout contribue à cette atmosphère de fin du monde. Et la fin, elle est dure. Extrêmement. Face à Weyland-Yutani, qui veut évidemment récupérer l'embryon pour ses recherches, Ripley choisit le sacrifice ultime pour empêcher la créature de tomber entre leurs mains. C'est une conclusion incroyablement sombre pour son personnage. Le film a eu du mal à sa sortie, je crois. Oui, l'accueil a été très mitigé, voire négatif pour certains. Mais avec le temps, et surtout avec la sortie de l'Assembly Cut, une version plus longue qui restaure une partie de la vision initiale de Fincher, le film a été réévalué. Il a ses défenseurs acharnés aujourd'hui qui appréciaient justement sa noirceur radicale. Il devait clore la saga Ripley à l'origine. C'était l'idée. D'ailleurs, Sigourney Weaver avait non seulement un gros salaire, mais aussi un crédit de productrice sur ce film. Elle voulait vraiment contrôler la fin de son personnage. Mais Hollywood n'aime pas les fins définitives. Alien Résurrection arrive en 1997 ? Et ramène Ripley d'entre les morts, ça enfin presque. 200 ans après Alien 3, des scientifiques militaires réussissent à cloner Ripley à partir d'échantillons de sang récupérés sur Fiorina 161. Avec l'embryon de reine alien dedans, j'imagine. Exactement. Ils extraient la reine, mais le clonage a eu un effet secondaire. L'ADN de Ripley est maintenant mélangé à celui de l'alien. On a Ripley 8, un clone hybride avec des capacités surhumaines. Et bien sûr, les militaires jouent aux apprentis sorciers avec les aliens qu'ils élèvent.
Et ça tourne forcément mal. Les aliens s'échappent sur le vaisseau scientifique, le Riga. Ripley 8 doit alors faire équipe avec une bande de mercenaires un peu marginaux pour essayer d'empêcher les créatures d'atteindre la Terre. C'est Jean-Pierre Jeunet qui réalise, non? Le réalisateur français? Oui, avec un scénario de Joss Whedon, qui d'ailleurs n'était pas très content du résultat final. Le ton est très différent des autres films. C'est plus baroque, bizarre, parfois grotesque, avec beaucoup d'humour noir. Un style très Jeunet, en fait. Ça a divisé aussi, celui-là. Oui, critique mitigée, succès commercial pas énorme. Mais comme Alien 3, il a trouvé son public avec le temps. Des gens qui appréciaient son style visuel unique et son côté un peu campé et décalé. Weaver était revenu, encore une fois, avec un gros cachet et un certain contrôle créatif. Bon, après cette quadrilogie Ripley, on a une pause, puis Ridley Scott revient aux commandes. Mais pas pour une suite directe. Non, il décide d'explorer les origines. C'est la série des préquels qui commence avec Prometheus en 2012. L'idée, c'est de revenir avant Alien, de comprendre d'où viennent les xénomorphes et qui sont ces fameux ingénieurs. Donc on suit une nouvelle équipe. Oui, l'équipage du vaisseau Prometheus, financé par la Weyland Corporation avant qu'elle ne fusionne avec Yutani, qui part chercher les ingénieurs sur une lune lointaine LV-223 en suivant des indices trouvés dans d'anciennes civilisations terrestres. Et ils trouvent quoi? Des réponses? Pas vraiment. Ils trouvent surtout des installations des ingénieurs, des preuves de leur existence, mais aussi une arme biologique terrible, ce mutagène noir qui semble être à l'origine de formes de vie monstrueuses, dont peut-être les ancêtres du xénomorphe. Le film pose beaucoup de questions en fait. Et il introduit un personnage qui va devenir central, l'androïde David. Absolument. David 8, joué brillamment par Michael Fassbender, un androïde très avancé, mais aussi ambigu, fasciné par les créations, et dont les motivations sont troubles. Et son histoire continue dans Alien Covenant en 2017. Exactement. Covenant, c'est l'histoire d'un vaisseau de colonisation qui est dévié de sa route vers une planète inconnue qui semble parfaite. Et sur place, il tombe sur David, seul survivant de l'expédition Prometheus. Et là, on comprend mieux ses motivations, j'imagine. Oh que oui! On découvre que David a passé les années à faire ses propres expériences génétiques, utilisant le mutagène des ingénieurs pour tenter de créer sa propre version de la forme de vie parfaite. Il est devenu le véritable créateur, le démiurge diabolique derrière les créatures. C'est lui l'antagoniste principal de ces préquels, plus que les aliens eux-mêmes. Ces préquels ont un ton différent, plus philosophique peut-être, moins horreur pure. C'est ça. L'accent est mis sur les ingénieurs, sur la création, l'intelligence artificielle, le rôle de David. Le xénomorphe classique est moins présent, même si Covenant en montre davantage, ainsi que de nouvelles variantes comme les néomorphes. Et comment ont-ils été reçus? Prometheus, qui a été coécrit par Damon Lindelof après une première version plus directe, a plutôt bien marché et a été globalement bien reçu par la critique, même s'il y a eu beaucoup de débats sur son scénario jugé parfois un peu flou. Covenant, par contre, a été une déception au box-office et a reçu un accueil plus tiède. Ça a un peu mis en suspens la suite directe de cet arc sur David et les ingénieurs. D'accord. Et en parallèle de tout ça, il y a eu les fameuses crossovers, Alien versus Predator? Ah oui, ça vient à l'origine d'un clin d'œil dans Predator 2, où on voit un crâne d'alien dans le vaisseau Predator, et surtout des comics Dark Horse qui ont eu un succès fou. Et ça a donné 2 films. 2 films, oui. AVP, Alien vs Predator en 2004 et AVP Requiem en 2007. Le premier imagine qu'une pyramide découverte en Antarctique est en fait un terrain d'entraînement pour les jeunes Predators qui y chassent des aliens élevés pour l'occasion. Des humains se retrouvent coincés au milieu. Et le deuxième? Requiem, c'est la suite directe. Un vaisseau Predator transportant un hybride, Alien Predator, le Predalien, s'écrase près d'une petite ville du Colorado. Le Predalien s'échappe, un Predator nettoyeur est envoyé pour l'éliminer et ça finit en carnage généralisé et bombe nucléaire. Ces films sont un peu à part, non? Plus action, moins ambiance. Oui, c'est clairement plus orienté, action fantastique, un peu série B décomplexée. Ils ont leurs fans, mais sont souvent vus comme non-canon par les puristes des 2 franchises. Fait intéressant, la fin de Requiem montre la récupération de technologies Predator par la corporation Yutani, ce qui fait un petit lien. Et on parle même d'un 3e film AAJ ou de lien avec les nouveaux Predators? Il y a eu des rumeurs, oui. Fede Alvarez, qui a fait Romulus, et Dan Trachtenberg, qui a fait Prey, ont montré de l'intérêt. Et Steve Asbell, le président de 21st Century Studios, a dit qu'ils y réfléchissaient.
Surtout que le prochain Predator, Badlands, va apparemment inclure Weyland-Yutani, donc le lien pourrait être renforcé. Et en parlant de Fede Alvarez, il y a eu Alien Romulus tout récemment en 2024. Oui, un retour aux sources en quelque sorte. Ça se passe entre Alien et Aliens. On suit un groupe de jeunes pilleurs d'épaves qui explorent une vieille station spatiale abandonnée de Weyland-Yutani. Et qui tombe sur quoi, à ton avis? Bah oui, sur des xénomorphes, bien sûr. Le film a été plutôt bien accueilli, justement pour son côté plus direct, plus horrifique, très viscéral, dans la lignée du premier Alien, mais avec une sensibilité moderne. Et apparemment, une suite est déjà prévue avec Alvarez. L'univers ne cesse de s'étendre. Il y a même une série télé qui arrive, c'est ça? Tout à fait. Alien, Earth. C'est développé par Noah Hawley, le créateur de Fargo et Légion, pour la chaîne FX et la plateforme Hulu. Ridley Scott est producteur. Et on sait de quoi ça va parler? Ça se déroulerait sur Terre, dans un futur assez proche, et a priori sans Ellen Ripley. Hawley a parlé d'explorer les inégalités sociales face à la menace alien et l'implication de Weyland-Yutani sur Terre. La diffusion est prévue pour août 2025, donc c'est pour bientôt. Hâte de voir ça. Et au-delà des films et de la série, l'univers Alien existe sur plein d'autres supports. Les jeux vidéo, par exemple? Ah oui, alors là, il y a eu de tout. Des classiques sur Atari 2600, aux adaptations des films, en passant par des titres très critiqués comme Aliens Colonial Marines. Oui, celui-là, il a fait parler de lui. En mal, surtout. Mais à côté de ça, il y a eu de vraies pépites. Alien Isolation, en 2014, c'est souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux d'horreur jamais faits. Il capture parfaitement l'ambiance du premier film, la tension, la peur face à un seul alien invulnérable. On y joue Amanda Ripley, la fille d'Hélène. Ah oui, je m'en souviens, il avait eu un succès critique énorme. Énorme, oui. Et plus récemment, Aliens Dark Descent a proposé une approche stratégie tactique en temps réel qui a aussi été très bien reçue. Donc le jeu vidéo reste un domaine important pour la franchise. Et il y a aussi les comics, les romans. Énormément. Dark Horse Comics a publié des centaines de comics aliens pendant des décennies, explorant plein d'histoires, de personnages et même des crossovers improbables avec Superman, Batman, Judge Dredd. Alien contre Batman. Sérieux? Oui, oui. Depuis 2020, c'est Marvel Comics qui a repris la licence. Côté roman, il y en a plein aussi. Certains essaient de faire le lien entre les films, comme la trilogie Out of the Shadows, Sea of Sorrows, River of Pain. D'autres racontent des histoires originales. Il y a même un jeu de rôle sur table, Aliens The Role Playing Game, qui est très populaire. C'est fou comme cet univers s'est développé. On a même un Alien Day. Oui, le 26 avril. En référence à la planète LV426. C'est devenu une date où les fans célèbrent la franchise avec des annonces, des produits dérivés. Tout ça montre bien l'impact culturel incroyable de cette saga. C'est indéniable. Le premier film est classé au National Film Registry américain comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. Ripley est considérée comme l'une des plus grandes héroïnes de cinéma et l'Alien comme l'un des plus grands méchants selon l'American Film Institute. Et ça va au-delà de la culture pop? Ça intéresse même les universitaires? Oui. Il y a beaucoup d'analyses sur les thèmes de la franchise. La peur du corps, la critique du capitalisme, la maternité, la xénophobie. Et puis, toute la question des androïdes. Ash, Bishop, Cole, David, qui soulèvent des questions sur l'intelligence artificielle, la conscience, l'altérité, les lois d'Asimov. C'est très riche. C'est incroyable de voir comment une idée qui était partie pour être une petite série B d'horreur est devenue ce phénomène mondial. Qui a traversé les décennies, changé de main, de ton, exploré différents genres, de l'horreur pure à l'action, en passant par le drame existentiel et la SF mythologique. Avec des hauts et des bas, bien sûr, mais toujours avec cette capacité à nous marquer, à nous fasciner. Ripley et le xénomorphe sont vraiment entrés dans l'imaginaire collectif. C'est clair. Et l'univers continue de grandir, avec les préquels, les spin-offs, la série télé qui arrive, les jeux, les livres. C'est loin d'être terminé. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui. Quand on regarde tous ces thèmes qui reviennent sans cesse, l'avidité sans limite des corporations, l'intelligence artificielle si ambiguë, cette horreur biologique tellement ondique, viscérale, et puis cette quête des origines, de la création, qu'est-ce qui, selon toi, résonne le plus fort aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Alien, presque 50 ans après, nous parle encore autant? C'est une excellente question qui mériterait presque une autre discussion. En tout cas, merci d'avoir exploré avec nous cet univers si riche et si sombre.